où on est le seul noir ou la seule personne racisée. Qu'est-ce qu'on répond à des questions comme tu viens d'où, genre vraiment, ou ah mais ton accent il est exotique un peu, voilà, c'était vraiment comment survivre en milieu hostile. Anas Daif, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Mais merci à vous. Média Anas, on est très ravis de t'avoir pour cette discussion dans notre émission L'invité. Vous êtes journaliste, franco-marocain, auteur. Si je vous demande de vous présenter pour le public marocain, comment vous allez vous présenter? Comment me présenter sans m'épancher? Je suis journaliste spécialisé sur les questions de discrimination raciale en France. Je travaille aussi en indépendant pour le service public et le groupe France Télévisions. J'ai 29 ans, bientôt 30. J'ai fondé un podcast qui s'appelle À l'intersection en 2019, juste avant d'entrer en école de journalisme, en réponse à des discours racistes qui pullulaient dans les médias et sur les réseaux sociaux. Et je l'ai continué jusqu'à l'année dernière. Actuellement, il est en pause parce que je viens de sortir un premier essai qui s'appelle « Et un jour, je suis devenu arabe », justement sur le fait de grandir en tant que homme perçu comme arabe en France. D'accord. Par rapport à ce livre, vous dites qu'il y a un jour je suis devenu arabe, paru en 2024, fin 2024, comme un doigt d'honneur. Un doigt d'honneur pour qui et pourquoi? Un doigt d'honneur pour les racistes, pour les personnes qui veulent absolument qui sont dans un délire d'assimilation et de gommage des cultures qui ne sont pas européennes finalement, dans le sens où quand on grandit en France, on nous dit qu'il faut absolument s'assimiler, il faut absolument s'intégrer, quitte à renier complètement son héritage. Et ce livre-là appelle en fait à la résistance culturelle entre guillemets face à ces discours, à ces délires identitaires qui pensent la France qu'à travers un seul prisme, celui de la blanchité, de la blancheur. Donc c'est vraiment revenir aux bases et revenir aussi, apprendre et réapprendre à aimer ces cultures et à aimer ces identités multiples. D'accord. Vous vous définissez comme arabe, queer, musulman et français dans ce patchwork identitaire. Comment se retrouver dans ce patchwork? Comment vous avez fait? Comment c'était votre cheminement pour se retrouver dans ce patchwork? Mon cheminement, moi, il a été jonché de violence symbolique parce que quand j'étais plus jeune, j'avais pas de modèle de personnes qui étaient arabes et queer à la fois. Donc pour moi, la queerness, l'homosexualité, le fait de faire partie de la communauté LGBT, c'était un truc de blanc. Et pour moi, j'étais une anomalie. Tout ce que je voyais à la télé, c'était des couples homosexuels blancs. Donc pour moi, c'était impensable de pouvoir faire un jour mon coming out. Quand j'étais plus jeune, justement quand j'étais au collège par exemple, on me rappelait constamment à cette homosexualité supposée à l'époque. On me disait mais t'es trop efféminé, est-ce que t'es pas pédé, espèce de pédé, sale pédé, je l'entendais à chaque fois quand j'étais plus jeune. Donc ce mot pédé a plus ou moins forgé l'image que j'avais de l'homosexualité comme quelque chose qui n'était pas naturel et qui était encore moins naturel parce que j'étais arabe et que ça n'existait pas chez nous. Finalement, en grandissant, grâce à mes lectures, grâce à Internet, grâce à mon père aussi qui m'a sauvé la vie, j'ai su que j'étais pas anormal. J'ai commencé petit à petit à on va dire embrasser, câliner ces identités multiples-là. C'est passé quand même par un séjour en psychiatrie, par une tentative de suicide que je raconte dans l'essai. Mais malheureusement, il m'a fallu ça pour justement me rendre compte que j'étais normal, que je devais me battre pour qu'on m'accepte entièrement et surtout que mon travail devait servir à ce que des jeunes qui sont dans mon cas ne se retrouvent pas dans la même situation que moi. J'aimerais bien leur mâcher le travail. D'accord. Aujourd'hui, votre livre en parle, il y a un effacement des questions de classe populaire et des classes ouvrières en France.
et la montée des questions identitaires, parfois identitaires ethniques, ethno-raciales, mais aussi identité de genre, identité sexuelle. Pour quelles raisons et de quelle manière cet effacement des classes populaires, et on va plutôt parler des Arabes, plutôt parler des musulmans, que de parler des ouvriers Parce que pendant longtemps, la question de la classe a plus ou moins effacé la question de la race en France. Donc on a pensé strictement en catégories ouvrières, artisans, classe populaire, banlieue, mais on s'est pas rendu compte que il fallait ajouter le prisme racial. C'est là où en fait l'intersectionnalité est venue et a montré que finalement classe, race, genre, orientation sexuelle et communiquaient entre elles et oui c'est ça, elles communiquaient entre elles et en plus de ça elles interagissaient, voilà, elles interagissaient totalement et on s'est retrouvé avec un retard sur la question raciale en France. Je crois que la première personne qui a parlé du terme personne racisée, c'est Colette Guillaumin dans les années 70, voilà. Donc je pense, moi personnellement, je vais reprendre ma phrase, ce sera mieux. 1, 2, 3. Qu'est-ce que je voulais dire déjà ? Voilà. Oui, voilà. En fait, je pense qu'aujourd'hui, il y a énormément de personnes non blanches, de personnes racisées qui se rendent compte qu'elles ne sont pas discriminées qu'à travers le prisme de la classe, mais aussi à travers le prisme de la race. Et aujourd'hui, il y a énormément en France de statistiques qui existent, qui montrent que un homme arabe par exemple ou un homme noir a 20 fois plus de risques de se faire contrôler par la police, que les noms de famille à consonance maghrébine ou afrodescendante faisaient face en fait à des discriminations au logement, des discriminations à l'emploi. Et que qu'on ne pouvait pas seulement utiliser la classe sociale pour analyser ces discriminations-là, voilà, et qu'il fallait rajouter la question raciale. Donc là, on essaye de rattraper en fait le temps qu'on a perdu là-dessus pour offrir des analyses de dynamiques de discrimination qu'on ne connaissait pas autant qu'aujourd'hui. Votre podcast a eu beaucoup de succès. Quelles sont les personnes qui vous écoutent ? Est-ce que c'est ces personnes racisées ou est-ce que c'est un grand public ? Est-ce que ce podcast a eu des échos auprès des populations à qui tu t'adresses ? Alors, le podcast, il est principalement écouté par les personnes concernées, donc les personnes arabes, noires, asiatiques, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui ne sont pas du tout enfants d'immigrés issus de pays anciennement colonisés par la France, qui l'écoutent. Je le vois parce que je reçois énormément de commentaires de personnes qui me remercient de faire ce travail de déconstruction-là. Donc, ils commencent de plus en plus à toucher d'autres publics, mais ça reste quand même des publics convaincus malheureusement. J'ai l'impression de prêcher des convaincus encore aujourd'hui. J'ai pas jusqu'à ce jour eu de personnes qui me disent moi je viens d'un milieu franco-français, bourgeois, de droite et j'ai été convaincu parce que vous m'avez dit au contraire. Ce sont ces personnes-là qui viennent m'attaquer. Donc j'essaye d'aller un peu sur tous les fronts. Notamment à travers les réseaux sociaux, mais encore une fois, sur les réseaux sociaux, il y a l'algorithme qui fait que on se retrouve face à des contenus qui nous convainquent déjà. En fait, on est dans des bulles de confirmation. Donc, mon travail finalement, face à toutes ces, on va dire, difficultés-là, ça a été d'éduquer les miens sur les questions de racisme et leur montrer que le racisme existe, qu'il y a des dynamiques de discrimination et j'ai voulu aussi leur donner des clés de compréhension. Je me dis, tant qu'on est ensemble et qu'on n'arrive pas vraiment à sortir de ces bulles algorithmiques, restons ensemble et éduquons-nous ensemble pour comprendre que ce n'est pas nous le problème finalement. L'image que renvoie la France aujourd'hui, c'est un pays, en tout cas c'est l'image médiatique qu'on a depuis le Maroc, c'est un pays où le vivre ensemble est miné, où la place pour les personnes racisées issues de l'immigration, originaires de l'immigration, dont les parents sont originaires de l'immigration, devient invivable en fait, pour ces personnes. Il y a un livre qui s'appelle La France, on l'aime et la quitte. Est-ce que c'est une image juste médiatique construite ou bien c'est une réalité pour ces personnes aujourd'hui ? Est-ce que le pays devient invivable ? Le pays, on va dire que l'invivabilité de ce pays ne date pas d'hier, mais qu'on s'en rend compte aujourd'hui parce qu'on a de plus en plus d'outils d'analyse. Mais c'est vrai que
ça fait quand même au moins depuis 10-15 ans que être une personne racisée en France, c'est encore plus difficile qu'avant. Les discours racistes pullulent de partout, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la rue. Les remarques racistes aussi. Dans le livre, je cite un exemple. Après les attentats du 13 novembre, donc c'était un vendredi 13, le samedi 14, toutes les bibliothèques à Paris sont fermées, donc je vais réviser dans un café, parce que j'avais des examens. Quand j'arrive à la caisse, le serveur me demande s'il y a une bombe dans mon sac. 2 jours après, une camarade de classe de ma sœur lui demande si c'était son père ou son oncle qui avait commis l'attentat. Et en fait, c'est comme ça constamment pour les personnes racisées en France, qui plus est les personnes perçues comme musulmanes, les personnes arabes et noires. Les crimes racistes montent en flèche encore aujourd'hui. Le défenseur des droits en France n'a jamais eu autant de signalements pour discrimination raciale. C'est très compliqué, c'est pour ça que je comprends qu'il y ait des Français d'origine étrangère qui quittent la France pour aller soit dans un pays anglophone où le fascisme monte aussi, mais on a l'impression que c'est mieux, soit qui décident de rentrer dans leur pays d'origine parce que c'est un mécanisme de survie. Oui, il y a cette question-là de si tu rentres dans ton pays d'origine ou que tu vas à l'étranger pour quitter la France parce que c'est invivable, tu as ce privilège-là et tu laisses des gens lutter seuls ou des gens souffrir seuls dans le pays d'origine, en France, pardon. Mais j'ai envie de dire que si c'est la seule solution qu'on trouve, fuir, il faut le faire parce que sinon, on ne pourra pas vivre. On ne pourra pas vivre en France. C'est une victoire de l'extrême droite. C'est une victoire de l'extrême droite, malheureusement. Mais quand on est dans des situations, j'ai envie de dire, de vie ou de mort, on ne pense plus forcément à la victoire d'eux ou à la défaite d'eux, mais on pense plus à se sauver, prendre ses valises et partir pour survivre autre part, en fait. D'accord. Aujourd'hui, sur le plan politique, est-ce que l'extrême droite est au pouvoir, est-ce quelque chose d'inévitable, quelque chose de... Alors, je saurais pas dire si aujourd'hui c'est inévitable, mais c'est un gros risque. On a vu aux dernières élections législatives anticipées, après la dissolution de l'Assemblée nationale en France, les scores de l'extrême droite, 143 sièges. C'était jamais arrivé dans l'histoire contemporaine en France. La dernière fois qu'on a eu autant de personnalités d'extrême droite au pouvoir, c'était pendant la Seconde Guerre mondiale et quand la France était sous le contrôle de l'Allemagne nazie. Donc il y a un shift qui se passe. Et c'est pas qu'en France, c'est aussi en Europe, enfin c'est en Europe en général. C'est en Italie, on a eu Giorgia Meloni. C'est en Allemagne actuellement. Voilà, il y a quelque chose qui se passe. Il y a aussi une forte réponse de la gauche et de l'extrême gauche, mais malheureusement aujourd'hui, ce qu'on n'a pas de notre côté, c'est les médias. Les médias aujourd'hui, par exemple, les médias comme CNews ont une caisse de résonance énorme, et nous, on n'a pas de médias qui soient de notre côté. Généralement, dès qu'une déclaration de l'extrême gauche ou de militants antiracistes ou peu importe passe à la télé, c'est tout de suite pour la décortiquer et la déconstruire. Donc, j'ai envie de dire que le risque est là. Il nous reste 2 ans. Peut-être qu'on pourra réussir à renverser la tendance et avoir un candidat ou un président, une présidente dans la même veine que Macron. Ce sera sauver les meubles. Et Macron a une stratégie fasciste et des discours identitaires qui ont peu envie en fait aujourd'hui à l'extrême droite. Ça c'est sûr et certain, c'est lui-même qui leur a déroulé le tapis, j'ai envie de dire. Et si je veux être un peu l'avocat du diable, je dirais ce que la génération, la 3e et la 4e génération d'immigrants, de fils d'immigrants, ne se drape pas aussi dans un rôle de victime, dans un contexte, dans un pays en France. Si on prend le cas français, où c'est un pays développé, où il y a les moyens, où il y a un état de droit qui continue plus ou moins à fonctionner, est-ce qu'il n'y a pas un statut de victime aussi c'est un rôle confortable? J'aurais voulu que ce soit un rôle confortable, mais c'est pas le cas, parce que on nous lance souvent cet argument de la victimisation, de discours victimaire, mais finalement,
ce terme-là de statut de victime, de victimisation, pour moi, c'est une stratégie de la classe dominante, de la suprématie blanche finalement et de la blanchité pour ne pas pointer du doigt les vrais problèmes et le racisme systémique qui existe en France. J'avais cité tout à l'heure, il y a des statistiques sur le contrôle aux faciès, sur la discrimination au logement, sur la discrimination à l'emploi. On peut encore aller plus loin en disant que la majorité des personnes qui meurent entre les mains de la police, c'est des personnes noires et arabes. Si on remonte à plusieurs décennies pendant les vagues d'immigration post-coloniale, quand la France a ramené des Africains notamment pour aider à reconstruire, elle les mettait dans des HLM, des grands ensembles qui étaient complètement isolés de la ville. Ils restaient là-bas. Il y a eu un processus de ghettoisation qui s'est créé. On a fermé toutes les opportunités, on a mis peu de moyens dans les écoles de ces quartiers-là et finalement on s'est retrouvé avec des jeunes issus de l'immigration qui avaient peu d'opportunités, peu de moyens d'ascension sociale. On nous a balancé la méritocratie comme étant l'alpha et l'oméga de la République française avec cette idée de si on travaille bien à l'école on va y réussir, mais il y a de la discrimination aussi dans les entrées d'école, dans les classes préparatoires, dans la formation des lycéens issus de quartiers qui sont peuplés en grande majorité par des personnes noires et arabes. Donc finalement, le système est contre ces personnes-là. Il y a une grande majorité qui se retrouve sans emploi, une minorité qui finit dans la délinquance. Tout ça, ça fait partie d'un même continuum inégalitaire et un continuum colonial finalement. Et c'est pour ça que j'ai du mal, moi, avec le terme de victimisation, parce que quand bien même une personne racisée en France fait tous les efforts qu'elle peut, elle arrivera rarement là où on ne l'attend pas. Moi, par exemple, je suis aujourd'hui journaliste, je suis payé pour, je travaille dans un grand média français, mais on n'est pas beaucoup. On est juste parfois perçu comme des tokens, voilà, de la poudre aux yeux, des petits exemples comme ça pour dire que voilà, quand on veut, on peut, mais non, moi je suis juste un bug dans la matrice. Et ces personnes-là ne sont pas accompagnées, n'ont pas les moyens de réussir autant que des personnes issues de la classe bourgeoise ou des personnes blanches issues de ces classes-là. Et est-ce que tu as pensé à un moment de quitter aussi la France pour un autre pays? Mais j'y pense tous les jours. J'ai pensé d'abord aux États-Unis, par exemple, à New York, j'ai pensé à l'Angleterre, j'ai pensé aux Pays-Bas, mais là où quand je me suis renseigné sur ces pays-là, je me suis rendu compte que finalement l'herbe n'était pas plus verte ailleurs et j'ai commencé à penser au Maroc. Je ne sais pas encore actuellement si je vais m'installer ici, je ne sais pas si je vais rester en France, mais cette question de quitter la France est là constamment. Mais ça se jouera, je pense, pour moi et pour beaucoup, parce que je discute beaucoup avec pas mal d'amis et même d'autres militants, ça se jouera beaucoup en 2027 et surtout à l'issue des résultats. Parce que si l'extrême droite arrive au pouvoir, je ne sais pas si on restera tous. Est-ce qu'une élection de l'extrême droite ne va pas précipiter le départ, que ce soit le mien ou celui d'autres amis? Je me pose la question. Et le rapport que vous avez avec le pays de vos origines, de vos parents, le Maroc, quel est le rapport que vous avez? Vous en parlez dans le livre. Quel est le rapport que vous avez avec le Maroc? Moi, le rapport que j'ai avec le Maroc, ça a été longtemps un rapport pas conflictuel, mais plutôt un rapport un peu de frustration, parce que j'avais pas l'impression de connaître ce pays comme je devais le connaître. Moi, j'ai grandi en France, mais j'ai passé tous mes étés au Maroc. Les 2 mois, on allait en voiture au début, avec les cadeaux pour la famille et compagnie. Puis on a commencé à venir en avion et parfois je faisais 2 mois, 2 mois et demi, 3 mois, mais je restais toujours en famille. J'étais un peu couvé, comme si on essayait de protéger le petit occidental, alors que moi je voulais découvrir ce Maroc-là, mais je le connaissais qu'à travers le prisme des vacances. Et dans le livre, je dis qu'à un moment, ma tante me dit que le Maroc, c'est pas que la plage et Raibi Jamila. C'était vraiment sa phrase qui m'a marqué. Et j'avais vraiment une image très figée du Maroc. Vous êtes de quelle région? Ma mère est de Casa. Et c'est une Kala et mon père est de Meknes, il est à moitié Chleh, de Eitbaha dans le Souss. Et en fait, moi je voulais vraiment, je voulais vachement connaître ce Maroc, mais oui et j'avais cette image qui était très figée d'un Maroc qui est ancré dans des traditions, dans la religion, et dans ma tête,
tous les Marocains étaient foncièrement de grands pratiquants de l'islam. Et ça, c'était vraiment l'image que j'avais pendant que j'étais adolescent. Et j'avais pas vraiment eu l'occasion d'avoir des discussions là-dessus. J'étais un gosse, j'étais un ado, voilà. Et c'est vraiment en arrivant au début de ma vingtaine, en commençant à venir au Maroc solo, en rencontrant des personnes ici, que je me suis rendu compte, et c'est horrible à dire, que le Maroc était un pays beaucoup plus complexe que ce que je pensais. Parce que j'avais cette image d'occidental sur mon propre pays d'origine, alors que je suis d'origine marocaine. C'est ça qui est fou. Et ça m'a fait beaucoup de mal, en fait, de me rendre compte que j'avais intériorisé des biais coloniaux et racistes sur mon propre pays. Et j'avais cette image fantasmée de mon pays d'origine que beaucoup d'enfants d'immigrés marocains ont finalement. Que beaucoup d'enfants d'immigrés marocains ont sur le pays, voilà. Dès qu'on voit par exemple sur les réseaux sociaux une influenceuse marocaine qui porte pas le voile et qui porte des vêtements à l'européenne entre guillemets, même si j'aime pas trop ce terme-là. En fait, les enfants de la diaspora, ceux qui sont nés en France, vont tout de suite l'insulter et dire qu'elle fait honte au Maroc, comme si il n'y avait qu'une femme marocaine, voilà. Et mon rapport au Maroc aujourd'hui, c'est un rapport qui est beaucoup plus apaisé dans le sens où j'apprends à le connaître tous les jours avec humilité. Dans le livre, je dis que malgré tout, je me considérais toujours plus français que marocain. Pas dans le sens où j'ai honte de mon pays, mais plus, dans le sens d'une posture qui est humble. Je le connais pas. Comment je peux me considérer comme marocain si même si je parle de Darija, mon Darija il est pas parfait. J'ai pas les références culturelles. Je partage pas l'imaginaire collectif marocain. Voilà, il y a beaucoup de choses que j'ai encore à apprendre avant de moi personnellement me considérer totalement comme marocain. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit non mais c'est pas grave, tu l'es, t'es Ould el Bled et tout, mais en fait pour moi j'ai besoin d'en savoir plus sur ce pays avant de me considérer totalement comme faisant partie du corps national. D'accord. Une question par rapport à l'écriture. Vous en parlez, c'est une écriture sur l'intime aussi. Qu'est-ce que ça vous a apporté l'expérience de l'écriture ? Moi, ça a été thérapeutique, mais ça l'a pas été tout de suite parce qu'au départ, ce livre-là, je l'avais pensé comme un guide de survie pour personnes racisées en France, avec des chapitres en fonction, par exemple, comment réagir à une insulte raciste, qu'est-ce qu'on pourrait répondre si on nous dit mais tu viens d'où, genre vraiment, voilà. C'était à la base très pragmatique. Et finalement, en commençant à l'écrire, je me suis rendu compte que, et grâce à mes éditeurs aussi, que j'avais une expérience qu'il fallait que je raconte. Sauf que mon syndrome de l'imposteur à ce moment-là était beaucoup trop fort pour me dire que j'étais légitime pour le raconter. Donc j'ai commencé à répertorier plus ou moins déjà tout le racisme et l'homophobie que j'ai vécu, mais aussi j'ai commencé à effectuer une introspection sur mon rapport à mon identité française, mon identité marocaine, mon identité d'arabe de France et mon identité arabo-péenne. Et j'ai commencé à me demander aussi où était vraiment ma place. Parce que c'était une question, moi, qui m'a toujours... c'est une question qui m'a toujours pas empêché de dormir, mais presque. Voilà. Et en écrivant, en faisant des recherches, que ce soit des recherches sociologiques ou même des recherches de culture populaire, j'ai réussi à mettre des mots sur la personne que j'étais, sur les mécanismes de racisme intériorisé que j'ai pu avoir, sur le fait que quand on me renvoie à une altérité alors que je suis français et qu'on me renvoie à un autre, c'est pas de ma faute et c'est pas de mon ressort, c'est de la faute de l'autre, et que je devais jamais laisser quelqu'un me définir et je devais jamais me laisser me définir moi-même à travers le regard de quelqu'un d'autre. Et c'est en ce sens que l'écriture a été thérapeutique, parce que j'ai pu trouver des réponses à des questions. Et en fait, j'espère que cette thérapie-là sera collective aussi, et que ce livre permettra à des personnes, dans mon cas, mais pas que évidemment, mais d'avoir des pistes de réflexion et de se retrouver dans ce livre-là. Une question sur votre passage au Maroc. Vous faites une tournée des instituts français ici. Qu'est-ce que vous gardez? Qu'est-ce qui vous a marqué de cette rencontre avec différents publics? Je crois que vous avez rencontré aussi des lycéens. Pour l'instant, j'ai pas rencontré de lycéens. Là, pour le moment, j'ai rencontré que... là, à l'heure à laquelle on parle, des apprenants, des adultes qui apprennent le français, il y a 2 jours. Et ça a été un défi dans le sens où c'était des niveaux B1 et il fallait que je
raconte mon parcours et que je raconte mon livre de façon simple, sans non plus les infantiliser, les paternaliser et les prendre pour des imbéciles, parce que c'était pas du tout le cas. Mais ça m'a moi forcé à vulgariser mon travail, parce que souvent, quand moi je me retrouve dans des interviews, des conférences, c'est très facile de parler de concepts sociologiques et académiques sans les expliquer. Et là, j'ai dû me poser face à des personnes qui connaissent pas forcément des termes comme intersectionnalité, misogynoire, et juste l'expliquer de façon claire, simple et concise. Et ça s'est pas révélé être aussi facile que ce que je pensais, et ça m'a forcé à l'humilité et à me dire que si je sais pas m'adresser à tous les publics, c'est que mon travail est mal fait. Une dernière question, c'est quoi vos prochains projets? Mes prochains projets, alors je le dis de plus en plus, j'en ai ma claque de parler de racisme parce que c'est éreintant, c'est usant, c'est fatigant. J'ai envie d'investir la littérature à travers un autre prisme, celui de la fiction. J'ai commencé à écrire, je ne sais pas ce que ça va donner, mais une romance. Voilà, mais évidemment, ce sera une romance politique. Parce que sinon c'est pas drôle, il faut que ce soit bien compliqué. Et j'aimerais bien aussi continuer à investir le terrain de la poésie, parce que c'est quelque chose que je fais depuis une dizaine d'années. J'ai commencé à présenter mes poèmes publiquement l'année dernière, et j'aimerais bien en faire un recueil aussi. Et c'est très important pour moi d'investir ces terrains-là, la fiction, la poésie, pour donner d'autres perspectives aux personnes racisées en France, d'autres façons de se penser, parce qu'aujourd'hui encore malheureusement en France, on existe en littérature souvent à travers le prisme de la sociologie. On est des expériences sociologiques sur pattes qui racontons le racisme, l'homophobie et compagnie, mais je pense qu'il est hyper important qu'on investisse aussi le terrain de la fiction pour raconter d'autres imaginaires, créer d'autres alternatives. Comme Angela Davis, elle le dit, les artistes, les romans, les créatifs permettent de penser d'autres alternatives et d'autres mondes en fait, politiques finalement. Anas Daif, merci beaucoup merci à vous pour cette discussion très riche et très intéressante. Merci. Et merci beaucoup encore. Merci pour l'invitation.